à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Un gynécologue peut-il exercer durant le mois de Ramadan? Quelles sont les invocations indispensables au mois de Ramadan? Nous en parlerons au cours de l'invité spécial Ramadan de ce matin avec notre islamologue Bachirou Lassissi qui est déjà en studio ce matin sur ESAE TV. Il est secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Mais avant, chers amis internautes, comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin, vous aurez droit à la une des journaux afin de prendre le pouls de l'actualité sociopolitique nationale au Bénin. Vous découvrirez au cours de la une des journaux les sujets qui animent la presse nationale ce matin. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa, vous suivrez la quintessence de la déclaration de la Commission béninoise des droits de l'homme au sujet du processus électoral qui s'achève au Bénin. Il s'agit notamment de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Au cours de ce bulletin matinal d'information, vous suivrez également quelques informations sportives, sans occulter également que l'ancien bâtonnier acteur politique Jacques Migan commente le taux de participation à cette élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Et puis, Nansirine Fatoumi sera de la partie ce matin. Elle vous présente les prévisions astrologiques de ce 20 avril de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, après les résultats provisoires de la présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs demain. Patrice Talon prête serment le 23 mai prochain. Toujours la une de l'informateur de ce matin, politique nationale des sports et des loisirs, Oswald Omeki reçoit le rapport du comité technique de suivi. Le compte rendu est publié à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, commune d'Atiémé, des élèves renvoyés pour une affaire de sexe. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce 20 avril 2021, réforme dans le secteur de l'état civil, la distribution des cartes biométriques a démarré. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en deuxième des titres à la une, campagne cotonnière 2020-2021, de nombreuses retombées pour l'économie béninoise, lesquelles retombées vous sont présentées à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal L'Indépendant. Titre en manchette ce matin, culture de l'or blanc en Afrique. Le Bénin détient toujours le record du premier producteur de coton et reste indétrônable, fait observer le Canard ce matin. Son argumentaire est relayé à la page 3 de sa parution de ce mardi. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin, présidentiel d'avril 2021, message de remerciement du président Émile Molandjo est relayé à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin, au chevet des forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales. Justice doit être faite selon Mouel Bénin. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le compte rendu de cette visite est relayé à la page 11 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, Commission béninoise des droits de l'homme, un rapport sur l'élection pour quelle fin, s'interroge le Canard, doublon avec les attributions de la Cour constitutionnelle et un timing qui peut semer la confusion, estime le Canard. Des précisions aux pages 2, 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Partners News qui titre en manchette ce matin, arrestation des opposants béninois, démocrature ou démocratie des lois, une gouvernance pour le peuple sans le peuple, s'exclame le Canard, avec en manchette l'image de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait toujours à la une de Partners News de ce matin en réponse à l'emprisonnement de Joël Frédéric Aïvo. Moïse Kérékou espère en la justice divine. Matin libre, titre en manchette ce matin, santé, riposte contre la Covid-19. La directrice générale Huche Ofodil parle des actions menées par MTN. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Matin libre qui titre également à la une ce matin, après la victoire de Talon à la présidentielle, Parti du Renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, quelle retombée, s'interroge le Canard. Son article est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, dont la une est assez riche. Ce mardi, échange du ministre du Travail avec la CSTB, la grève reportée, nous informe le Canard ce matin. Info Matin
En manchette, parle de paternité de la victoire de Talon de la 6e circonscription électorale. L'Union progressiste et le Bloc républicain en querelle ridicule, estime Le Canard qui publie son article à la page 3 de sa parution du jour. Rumeur d'arrestation de maître Alao, Todome, Robert Dossou et Kato Atita. C'est faux, s'exclame le Béninois libéré ce matin à la une. Archi faux, s'exclame-t-il une seconde fois. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, visite de soutien de l'IA Kangezo de Cotonou, Biotiane, aux côtés des forces de l'ordre blessées ce jour, annonce Le Canard ce matin. Nous passons à présent à Fraternité qui présente en manchette les images de Eric Roundete, de Alassane Soumanou Djemba et de Corentin Korwe, sans oublier également Valentin Aditi Roudé. Le Canard titre cap sur les législatives de 2023, l'opposition survivre ou disparaître. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, présidentielle de 2021, la police aux trousses des instigateurs de violence. Des détails à la page 6 de la page de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, volet social du programme d'action du gouvernement Prudencio, Claudine Aviavi-Prudencio, présidente de l'IDBN, invite le peuple à accompagner Talon pour la réussite de son second mandat. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. Éducation, 9 collégiens renvoyés pour dépravation des mœurs. L'article est publié à la page 7 de la page de ce matin du Canard. Et puis, le quotidien du service public pour boucler la boucle ce matin, présidentielle du 11 avril. Aucun recours contre l'élection du duo Talon-Talata fait observer le quotidien de service public. Les observations de la Commission béninoise des droits de l'homme sont relayées à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, production d'électricité au Bénin, une capacité de 548 MW projetée en 2025. Les détails à la page 6 de la page de ce matin du Canard. Et toujours à la une du quotidien de service public, production agricole, la plus populaire des noix ne profite pas à l'Afrique. Des précisions sur ce titre à la page 12 de la page de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mardi 20 avril 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La Commission béninoise des droits de l'homme a effectué ce lundi 19 avril 2021 un point de presse afin de faire part à l'opinion publique nationale et internationale son rapport sur l'élection présidentielle au Bénin. Cette déclaration qui a révélé les observations sur les éventuelles violations des droits de l'homme a noté quelques irrégularités dans le processus électoral avec par exemple des postes de vote qui ont été ouverts plus tôt que prévu comme à 5h45 et 6h45 minutes. Je vous invite à suivre le président Clément Isidore Kapochichi au micro d'Abdelkader Achiro. Les constats suivants ont été faits. Si la Commission béninoise des droits de l'homme note et se réjouit du fait que tout au long du processus électoral et conformément à sa recommandation faite dans son rapport 2019 sur l'état des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale le 21 octobre 2020, aucune coupure du réseau Internet et des appels internationaux n'a été observée. La Commission a également relevé l'intérêt des citoyens à comprendre les nouvelles dispositions relatives à la question du parrainage expérimentées pour la toute première fois dans le cadre des élections présidentielles de 2021 au Bénin. La Commission a observé au cours de la période consacrée à l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle deux faits, à savoir M. Galiou Soglo a été victime d'une agression physique dans la nuit du vendredi 5 février 2021. Ce dernier a déposé sa candidature indépendante aux élections présidentielles d'avril 2021. Selon le communiqué du procureur de la République en charge de l'affaire, il n'a pas été possible d'identifier le ou les auteurs de cette agression, ni de déterminer le ou les mobiles. En vue de la manifestation de la vérité, une information judiciaire contre Inks pour les faits de tentative d'assassinat sur la personne de M. Galiou Soglo a été engagée. Madame Rekia Madougou, dont la candidature présentée par le parti Les Démocrates a été rejetée pour défaut de parrainage,
a été interpellé dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours mettant en cause 2 autres personnes le 5 mars 2021 après un meeting politique et placé sous mandat de dépôt à la prison de Misrété. Selon les déclarations du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle est accusée de financement du terrorisme. La Commission béninoise des droits de l'homme constate que les 2 dossiers liés aux faits ci-dessus rappelés sont en instruction au niveau des autorités judiciaires et elle demeure attentive à l'évolution de la procédure. La Commission note qu'au cours du déroulement de la campagne électorale, dans la période légale allant du 26 mars au 9 avril 2021, la campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. La Commission a toutefois observé au cours de cette période plusieurs violations de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. On peut citer la violation de l'interdiction de faire campagne entre 23h et 7h, article 50. La violation de l'interdiction faite à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins circulaires ou documents de propagande et de porter ou d'aborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats, article 53. La violation de l'interdiction relative aux objets utilitaires, à l'effigie des candidats ou symboles des partis, ainsi que leur port et leur utilisation, article 54. Et enfin, la violation de l'interdiction faite aux associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues de soutenir des candidats, article 58. Toujours au cours de la campagne électorale, en ce qui concerne la couverture médiatique, la Commission a pris acte des décisions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour réguler la couverture médiatique au cours du processus électoral. À cet égard, la Commission salue le professionnalisme dont ont fait preuve les journalistes tout au long du processus électoral. Elle a noté avec beaucoup de regret que certains organes de presse, pourtant reconnus par la HAC, ont dans leur parution donné des informations peu crédibles. La Commission se réserve le droit de transmettre à l'organe de régulation quelques éléments et articles recensés qui mettent en cause l'équilibre, la neutralité et l'honnêteté des journalistes. Dans un autre registre, à partir de la nuit du 5 avril 2021, au regard des informations recueillies, la Commission a noté qu'il y aurait eu de nombreuses violations et atteintes aux droits de l'homme dans quelques villes, notamment celles du centre et du nord du pays. Les violations enregistrées sont notamment l'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, des destructions et incendies de biens publics et privés, des entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans certaines communes, quelques déplacements internes de personnes, ainsi que des attaques contre des personnes civiles, des symboles et l'autorité de l'État, notamment les forces de défense et de sécurité. La Commission béninoise des droits de l'homme, sur la base des nombreuses informations reçues, a décidé, en application de l'article 31 de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 précitée, de s'auto-saisir de tous les cas de violation des droits de l'homme dont elle a connaissance et présentera en son temps un rapport circonstancié sur le processus électoral en vertu de l'article 31 alinéa 4. Dans son rapport publié ce lundi 19 avril 2021 à Cotonou sur les élections présidentielles, la Commission béninoise des droits de l'homme présidée par Clément Isidore Kapochichi a relevé plusieurs violations de la loi 2019-43 du 15 septembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Il s'agit notamment de la violation de l'interdiction de faire campagne entre 23h et 7h, article 50, la violation de l'interdiction à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins
bulletins circulaires ou d'autres documents de propagande et de poster ou d'aborder des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats. Article 53. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le président de cette institution. Le dimanche 11 avril 2021, jour du premier tour des élections présidentielles, les constats suivants ont été faits et ont trait au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Violation du droit de vote des citoyens, participation électorale, participation des femmes et d'autres catégories spécifiques de personnes. La Commission note avec satisfaction la présence d'un agent en charge de la surveillance des mesures de prévention contre la COVID-19 dans la plupart des postes de vote visités par nos observateurs et moniteurs. Toutefois, la Commission constate que les gestes barrières contre la coronavirus, notamment la distanciation physique, n'a pas été respectée dans la plupart des postes de vote pendant le démarrage, le déroulement et le dépouillement des opérations de vote. Les observateurs et moniteurs déployés par la Commission ont également constaté dans certains centres de vote que les membres des postes de vote étaient installés l'un à côté de l'autre sans respect de la distanciation et du port du masque. La Commission appréhende les conséquences de la non-observation des gestes barrières sur la propagation de la COVID-19. La plupart des postes de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire national et étaient accessibles aux électeurs. Toutefois, des violations des droits des citoyens ont été relevées de part et d'autre sur l'ensemble du territoire. La Commission a constaté, par le biais de ses observateurs et moniteurs sur place, que certains postes de vote n'ont pas pu s'ouvrir jusqu'à la fin de la journée. Les raisons signalées sont entre autres la résistance des populations qui ont opposé un refus catégorique aux membres de postes de vote de se déployer, l'absence de matériel dans certains postes de vote, la non-ouverture des locaux devant abriter le scrutin, détention des clés du centre par une tierce personne. Certains postes de vote qui ont démarré le scrutin ont été fermés par les manifestants. C'est le cas du centre de vote de San Giro et plus précisément le poste de vote numéro 1 et numéro 2, commune de Pereret. Beaucoup de postes de vote ont ouvert au-delà de 7 heures, heure fixée par la loi pour le début du scrutin. La Commission a noté également des ouvertures prématurées avant l'heure légale qui est fixée à 7 heures. On peut citer le cas des 2 postes de vote du centre de vote Zumbo Mission qui ont ouvert à 5h45 et le poste de vote 1 de Ranga Public d'Abodji à Bopa qui a ouvert à 6h45. Dans certains postes de vote, les listes électorales affichées ont été déchirées. Certains membres de postes ont assumé leur mission dans le respect du code électoral. Par contre, la Commission a constaté que plusieurs autres ont été défaillants. En effet, certains électeurs venus au poste de vote n'ont pas pu exprimer leur droit de vote parce qu'ayant constaté que d'autres personnes ont déjà exercé leur droit de vote à leur place. Cette violation pourrait impliquer la complicité des 10 membres des postes de vote. C'est le cas d'une dame au poste de vote Kobli-Centre, commune de Matéri. Certains observateurs de la Commission ont également constaté des votes multiples. C'est le cas au centre de vote EPP Djakotome Centre dans le Koufo, au poste de vote numéro 2. Le PP Tosunro, groupe A et B, arrondissement d'Akodera, commune de Comé. Des bourrages d'urnes dans certains centres de vote, notamment au centre de vote du CEG Bani Kani, au poste de vote Rose-Croix Bamaro. Des cas d'actes de corruption des membres de postes de vote ont été rapportés par les observateurs déployés par la Commission. Dans certains postes de vote, le matériel électoral, notamment l'isoloir, était mal disposé, ne présentant pas ainsi le respect du secret du vote. C'est le cas de poste du vote numéro 1 de EPP Dondongu, commune de Tukuntuna. Dans d'autres, les isoloirs sont défectueux.
La participation électorale. L'ensemble des observateurs et moniteurs déployés par la Commission béninoise des droits de l'homme sur le territoire a relevé que les populations inscrites sur la liste électorale aux premières heures de la journée du scrutin ont marqué à certains endroits un manque d'intérêt, avec pour conséquence une baisse de l'affluence constatée lors des élections précédentes. La participation des femmes et d'autres catégories spécifiques de personnes. La Commission a noté une faible implication des femmes dans le processus électoral. Au niveau des 3 duos en lice, aucun n'avait comme candidate titulaire une femme. Sur les 6 candidats en lice, on note une seule femme. Le même constat est fait au niveau des postes de vote qui sont pour la plupart présidés par des hommes. Dans certains postes de vote, les personnes handicapées ou à mobilité réduite ont eu du mal à exercer leur droit de vote, car les lieux étaient situés en hauteur et aucune rampe n'a été prévue pour leur faciliter l'accès. De même, aucun dispositif n'a été prévu pour le vote des personnes malvoyantes, étant entendu que l'article 76 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 porte un code électoral en République du Bénin, ne prévoit l'assistance à l'électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique que lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne. Aucune disposition ou assistance n'est prévue aux personnes du 3e âge et à celles à mobilité réduite afin de leur permettre d'exercer leurs devoirs civiques. Suivant à présent les recommandations de la Commission béninoise des droits de l'homme, toujours avec le président de l'institution au micro d'Abdelkader Achiro. Au moment où la Commission préparait cette déclaration, elle a constaté l'interpellation et la mise en détention de certaines personnalités politiques. La Commission reste saisie de cette situation assez préoccupante. La Commission béninoise des droits de l'homme condamne les actes graves, les discours et propos haineux des citoyens béninois et les atteintes à la vie, à l'intégrité physique, aux libertés individuelles et collectives, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La Commission exprime sa compassion aux familles des personnes décédées au cours du processus électoral et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les cas de violation énumérés est de plus en plus constaté lors des processus électoraux au Bénin, dont notamment la violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne humaine, les pressions, les menaces et violences à l'encontre d'électeurs ou des membres des forces de défense et de sécurité conduisent la Commission béninoise des droits de l'homme à faire les recommandations suivantes. La Commission encourage les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur les violations manifestes de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral au Bénin au cours des élections présidentielles à l'effet de poursuivre et de traduire devant les juridictions compétentes leurs auteurs. La Commission recommande que les auteurs et complices de ces violations soient identifiés et poursuivis. La Commission recommande que l'instruction des dossiers des suspects se fasse dans le respect des lois en vigueur. La Commission en appelle au gouvernement et lui recommande de continuer à soutenir l'institution nationale des droits de l'homme dans sa mission de promotion et de protection des droits de la personne humaine. À l'endroit des populations, la Commission recommande plus de civisme et d'attachement aux principes des droits de l'homme, sachant que celles-ci ont plus que jamais besoin de l'éducation au vote. La Commission recommande aux organisations professionnelles de la presse de poursuivre la sensibilisation pour que le journaliste soit de plus en plus sensible au conflit et ne laisse pas transparaître directement ou indirectement ses opinions, autant dans ses reportages que dans son comportement, et de s'en remettre aux principes de base de son métier, c'est-à-dire la déontologie.
la Commission recommande aux autorités sanitaires de renforcer les mesures préventives pour éviter qu'après le processus électoral, notre pays, le Bénin, ne connaisse une autre vague de propagation de la COVID-19. En définitive, la présente déclaration s'est concentrée sur les constats quant à l'effectivité du respect des droits de l'homme dans le processus électoral, en s'attachant notamment au cadre juridique électoral, au contexte préélectoral, à la campagne et au scrutin. Les éventuelles violations constatées feront l'objet, d'une part, d'un examen effectif des requêtes individuelles et collectives reçues, et d'autre part, d'un rapport circonstancié assorti de recommandations aux institutions de la République concernées. Le taux de participation au scrutin présidentiel du dimanche 11 avril dernier au Bénin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan, ce taux de participation est normal au regard de certaines pesanteurs et considérations politiques. Je vous invite à suivre son décryptage au micro d'Abdelkader Achiro. Le taux de participation qu'on a connu est celui qui est annoncé par la Sénat et confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est vrai, comme vous le dites, nous avions entendu une plateforme électorale, si vous préférez des observateurs, qui ont annoncé un taux de participation aussi. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est le taux officiel. Le taux de 50,37% ou 36% au départ par la Sénat, taux qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle et est porté à 50,60%. Est-ce que c'est un taux suffisant? Je vous dis d'emblée que la réponse est oui. Oui, parce que quand nous tenons compte des élections présidentielles que nous avions connues au Bénin depuis, je dirais même depuis 2001, sous le général Mathieu Kérékou, 2006 avec le président Boniaï, 2011 toujours avec le président Boniaï et en 2016 avec le président Patrice Talon, le taux de participation tournait autour de 66, 67, 68%. Donc on n'a jamais dépassé ce taux sous l'ère du renouveau démocratique. On dit un taux de participation de 66%, aujourd'hui de 50%. Il faudrait tenir compte d'une chose qui est très importante, c'est-à-dire que les Béninois n'ont jamais voté 100%. Vous avez toujours 30% de Béninois qui ne votent pas. Ils ne sont ni de la mouvance, ni de l'opposition. C'est des gens qui ne votent pas, le vote n'étant pas obligatoire, donc ils ne trouvent point intérêt à aller voter. Ils ne votent pas, c'est reconnu. C'est pour ça que nous avions toujours obtenu, lors des différentes élections présidentielles, un taux qui avoisine 66%. Alors, et quand je disais tout à l'heure que le taux de participation de cette année, annoncé par la Cour constitutionnelle, tourne autour de 50,60%. Donc, ce qui veut dire que entre 50,6% et 66% qu'on avait eu l'année en 2016, il y a un gap de 16%. Et pourquoi ces 16% n'ont pas participé, n'ont pas voté? Tout simplement parce que vous avez une bonne partie de ces 16% qui sont de ce parti qu'on appelle les démocrates, avec comme président d'honneur le président Boniaï. Donc ils doivent être tournés autour de 11%, qui n'ont pas du tout fait le déplacement dans les postes de vote pour faire leur devoir civique. Vous avez ensuite des gens qui sont des inconditionnels de M. Adiavon Sébastien, qui n'ont pas fait non plus le déplacement le 11 avril dernier pour effectuer leur devoir civique. Et enfin, et c'est le plus grave, nous avons ceux de la mouvance, je dis bien ceux de la mouvance présidentielle qui n'ont pas fait le déplacement, tout simplement parce qu'ils ont estimé que le chaos, comme on l'a annoncé avant les élections, est déjà acquis. À quoi bon se lever, à quoi bon sortir pour voter? Alors c'est là où je me suis dit que si les nôtres avaient voté,
Et j'entends par là ceux-là de la mouvance, le taux allait tourner autour de 56, 55, 56%. Et je peux même dire ceci en ce qui concerne ceux de la mouvance qui ne sont pas sortis. Il y en a qui n'ont même pas fait l'effort et qui sont des responsables des partis de la mouvance, qui n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire, ou qui ont pensé à eux-mêmes, au lieu de penser au candidat, au duo Patrice Talon-Talata. Ils n'ont pas fait cet effort. Ils ont privilégié leur intérêt au détriment du duo. Ça, c'est très grave même, je dirais. Et ça s'est retrouvé au niveau des différents partis qui ont créé des frustrations au niveau des différents membres des partis politiques. Restons avec l'ancien bâtonnier Jacques Migan qui commente l'élection historique de l'honorable Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de l'Assemblée nationale au poste de vice-président de la République du Bénin. Pour lui, la vice-présidente élue peut choisir de ne pas être vice-présidente de la République et démissionner de ce poste afin de rester au Parlement pour des lendemains politiques meilleurs. Suivez plutôt. En ce qui concerne l'honorable Zimé Talata, je crois que j'ai découvert en elle une talentueuse, une femme digne, une femme intellectuelle, une femme très courageuse, et j'ai beaucoup appris à travers, pour avoir assisté à 2 ou 3 réunions, ou du moins rencontres de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et je l'ai vue lorsqu'elle était à Porte-Novo en qualité d'ambassadrice de la paix. Et ce que j'ai retenu de ce passage, qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout quand elle dit que la paix est l'absolu qui transcende tout. Vous savez, en le disant, c'est pour permettre aux gens de comprendre ce qui prônait la violence. Donc elle a eu ce mot fort pour montrer que la vie ou encore la paix constituent des absolus qui transcendent tout. Donc elle invitait les uns et les autres à faire montre de tolérance, de retenue. Et au cours de ces passages aussi au Palais des Congrès, lorsque le duo a lancé sa campagne avec les jeunes, j'étais émerveillé de l'entendre également. Et quand elle était aussi à Porte-Novo, le jeudi avant la fin de la campagne, c'était beau et on a plaisir à l'entendre. Alors maintenant, elle est élue au même titre que le président Patrice Talon. C'est vrai qu'elle est vice-présidente, c'est vrai que la vice-présidente n'a pas de responsabilité qui pourrait lui permettre d'agir comme le président de la République. Mais que voulez-vous, c'est une bonne chose d'avoir comme vice-présidente une femme. Moi, personnellement, j'apprécie. C'est inédit dans notre pays. C'est pour la première fois qu'une femme se retrouve à un tel niveau. Mais nous avons les lois qui gouvernent notre République. Et conformément à ces lois, et notamment la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour être beaucoup plus précis, il est prévu que la vice-présidente, l'honorable, si elle doit rester, ou du moins s'accepter d'être vice-présidente du duo du président Patrice Talon, puisqu'il est élu, elle a un choix à faire, elle a un délai, si mes souvenirs sont bons, d'1 mois, pour décider, pour dire si elle veut être vice-présidente ou si elle veut être vice-présidente du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est à elle de choisir. Je crois que c'est une question qui concerne Mme Talata. Elle est seule à décider, seule, c'est avec sa confiance qu'elle décidera si elle veut demeurer vice-présidente de l'Assemblée nationale ou si elle veut être vice-présidente du président de la République. À ce niveau, je ne vous le cache pas, c'est un choix, et je continue à le dire, qui revient à Mme Talata. On ne peut pas, nous pourrions faire des suggestions, nous pourrons rêver, nous pourrons dire des choses, mais au finish, c'est elle qui décide, c'est elle qui décidera de ce qu'elle entend faire. Je ne connais pas ce qu'elle voudra. Je vous ai dit que cette dame, c'est une femme talentueuse, une femme digne, une femme cultivée, une femme intelligente, mais va-t-elle accepter d'être vice-présidente, accompagner le président Patrice Talon pendant son mandat?
jusqu'en 2026. Va-t-elle accepter d'être vice-présidente du président de l'Assemblée, M. Vlavonou, pour demain, pourquoi pas, accéder à d'autres responsabilités? C'est elle qui voit. Ce qui est sûr, si il me revient de choisir, je choisirai, mais je ne suis pas Mme Tarata, je ne suis pas Mme Zimé, je ne suis pas Mme Mariam, donc je ne peux pas faire un choix au lieu de Mme Mariam. L'école d'initiation théologique et pastorale commémore les 160 ans de l'arrivée des missionnaires au Bénin. Cet événement d'importance dans la vie de l'Église a démarré le samedi 17 avril par une veillée des missions sur le site de la dite école dans l'enceinte du collège Père-au-Pierre à Cotonou. Celle-ci a mobilisé aussi bien des missionnaires, des prêtres que des fidèles. Cette veillée renseigne les responsables de l'école d'initiation théologique et pastorale dans le cadre de la célébration. Père Francesco Borghero et Père Francisco Fernandez sont les deux premiers missionnaires arrivés à Ouida le 18 avril 1861. Je vous invite à suivre un extrait des interventions du Père Rodrigue Bedjinou et du Père François de Medeiros lors de cette veillée. Ce sont des propos recueillis par Abdelkader Achiro. Nous avons célébré à travers la mémoire la gloire de celui qui envoie en mission le Père et la même gloire de celui qui est envoyé en mission et nous envoie nous aussi le Fils. Nous avons célébré aussi la gloire de celui qui anime la mission et la conduit, l'Esprit Saint. Cette veillée donc nous indique que la mission, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui en a la priorité. Ce qui commençait là, sans bruit, le 18 avril 1861, voudrait aujourd'hui se poursuivre par nous et avec nous. Cette veillée souligne que la mission est essentiellement transmission. Comme l'exprime ce soir la présence du directeur du collège Père-au-Pierre par rapport à ces lieux, et c'est comme une transmission. Et aussi la présence du Père François de Medeiros, de l'ordre des prêcheurs, pour sa prédication, qui nous éveille, tous et chacun selon notre état, à la mission. Cette veillée, chers amis, exprime aussi que la mission est coopération, dans la diversité qui est propre à l'unité de la mission. Plusieurs congrégations ou instituts sont ici présents, divers états de vie engagés pour l'unique mission, annoncer le Christ, rédempteur de l'homme et de tout homme. C'est cette même œuvre qui se décline à travers la belle participation de vous tous, des diverses commissions et différents services de l'école, qui a activement préparé ces célébrations que je salue. Cette veillée en ce lieu en chantier et en réhabilitation nous rappelle que le but de la mission, c'est la réhabilitation de l'homme dans sa dignité. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur a pu réaliser par nous, avec vos deux pains, avec vos 5 pains de poisson. Mais nous sommes toujours en chantier, car les chantiers de la mission sont infinis. Cette veillée, non seulement nous renvoie à nos missions ecclésiales, familiales, culturelles et sociopolitiques, mais aussi nous envoie en mission, au large, en eau profonde, vers les nombreuses périphéries existentielles. Nous célébrons ce soir la mémoire de la mission. Or, la mission est inscrite au programme du disciple. Mais avant toute chose, notre regard rétrospectif se porte sur ces héros de la parole qui nous ont transmis cet héritage précieux, c'est la foi. Et notre
renier ce sentiment. C'est d'abord de nous mettre en action de grâce pour le don de la foi. Le don de la foi que nous avons reçu en toute gratuité et à travers les péripéties de l'histoire dont nous avons entendu quelques traits très partiels, mais que nous devons apprendre à découvrir petit à petit. La création d'un cadre juridique, organisationnel et structurel adéquat permettant l'essor du sport béninois a franchi une étape importante ce lundi 19 avril 2021 à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Le comité technique de supervision de l'élaboration et ou de l'actualisation des différents tests, à savoir la Charte nationale des sports, le document politique national des sports et le projet de loi sur le financement du sport, a transmis son rapport général au ministre des Sports, Oswald Romeki. Victor Lawin, rapporteur général du comité, a exposé au cours de la cérémonie les grandes lignes de la nouvelle boussole du sport béninois. Le projet de charte nationale des sports, dans sa nouvelle version, est conçu pour encadrer dans tous leurs aspects les deux axes principaux de la pratique sportive que sont le sport pour tous, qui vise le bien-être, et le sport de compétition, qui est régi par la recherche de la performance. Ce document est organisé en 4 livres. Le livre préliminaire précise l'objet et les champs d'application de la loi et propose une approche de définition de chacun des concepts essentiels évoqués dans le document. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 3 encadre la pratique sportive par des dispositions qui réglementent la mise en place et l'exploitation des lieux de pratique sportive, l'organisation des activités sportives et les manifestations sportives. Enfin, le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Ce document a été élaboré suivant le guide méthodologique d'élaboration des documents de politique et stratégie sectorielle du ministère en charge du plan et du développement. Les observations et amendements du comité, y compris ceux de la direction générale des politiques de développement, ont été pris en compte. Le cadre stratégique retenu se résume par une vision, 3 orientations stratégiques, 4 objectifs spécifiques et 10 axes opérationnels. La vision proposée et validée par le comité de suivi se décline comme suit. À l'horizon 2030, le Bénin dispose dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. Installé le 7 juillet 2020, le comité devrait restituer les conclusions de ses travaux au bout de 3 mois. Mais c'était sans compter sur certaines aléas dans l'accomplissement de la mission. Son président Julien Minavoa a levé un coin de voile sur quelques difficultés rencontrées. Devant tous nos concitoyens et devant tous les acteurs du secteur dont vous avez la charge, de vous transmettre les documents, objets des conclusions des travaux du comité
que vous avez bien voulu mettre en place. Voilà, les documents donc réceptionnés par M. le ministre. Certains des documents devraient être rédigés directement par nous, d'autres par des cabinets à qui certaines des tâches ont été affectées. Nous avions essayé d'harmoniser tout cela. Mais je ne dois pas manquer de souligner que la coopération entre le comité et les différents cabinets n'était pas allée comme on l'aurait souhaité, ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce que nous, en tant que comité, nous étions dans la logique de pouvoir terminer la tâche dans les délais contractuels, dans le délai qui nous a été imparti, les cabinets également. Malheureusement, leur démarche était telle qu'il leur était difficile de s'inscrire dans la durée. Malgré tout cela, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire, Monsieur le ministre, que nous sommes arrivés à bon port et que tous les documents sont aujourd'hui prêts. Le ministre Oswald Romeki a salué le dynamisme des membres du comité et l'esprit critique qui a régné lors des travaux. Pour lui, le travail abattu est à la hauteur des ambitions du gouvernement de la rupture dans le secteur du sport. Quand j'ai regardé rapidement ce qui est consigné dans ces documents, rien que par la méthodologie, rien que par la structuration du document, je veux vous dire mon entière satisfaction sur le sérieux que vous y avez mis. J'avais dit au président que je savais que ce ne serait pas facile. Et je suis heureux de l'entendre dire, en rendant compte des travaux, que cela n'a pas été simple. Si cela avait été simple, alors j'aurais dit que le document n'est pas de bonne qualité. Les difficultés que vous avez eues à faire des options, à faire des choix, les difficultés que vous avez eues à harmoniser vos points de vue, connaissant la qualité, la richesse de chacune des expertises qui composent ce comité, pour nous, ne sont que la simple illustration de la qualité du travail final qui a été produit. Dans le domaine des infrastructures, nous avons engagé un programme ambitieux. Dans le domaine des réformes, nous avons, après avoir partagé le diagnostic, décidé de faire tout ce qui est important pour que notre sport se positionne à la hauteur de nos ambitions. Dans le domaine de l'organisation, nous avons ensemble avec vous-même, les responsables des fédérations, pris un nouveau départ, mais nous n'aurions rien fait de durable si nous ne nous asseyions pas pour consigner dans un document de politique ce que devrait désormais être le sport, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Et c'est pour cela que le pas que nous faisons aujourd'hui est pour moi un pas majeur dans la consolidation définitive des bonnes pratiques dans ce secteur. Maintenant que ce projet m'est transmis, nous allons à nouveau nous asseoir. Nous, acteurs, en face de vous, membres du comité, pour challenger ce que vous avez dit. Il y a bien des acteurs du mouvement sportif qui n'étaient pas directement membres du comité, même si je sais, et je veux vous remercier, que vous avez fait une large consultation. Nous allons le challenger pour nous assurer que nous n'avons rien oublié, pour nous assurer que nous avons tous compris ce que vous avez consigné dans ces documents, pour nous assurer que, une fois que nous les aurons fait adopter aux différents niveaux d'adoption, d'approbation, que sont
l'exécutif et le Parlement, que tout le monde aura compris définitivement le choix que nous avons fait de nous positionner parmi les grandes nations du sport mondial. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Quant à moi, je vous dis à demain pour un autre numéro. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal de télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan sur Free Matin. Bachir Olassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Dites-nous, est-ce qu'un gynécologue est en droit de jeûner durant le mois de Ramadan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bonjour, chers amis téléspectateurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Au fait, en réponse à votre question, est-ce que le gynécologue est-il dispensé du jeûne du mois de Ramadan? Ou bien est-ce qu'il doit travailler durant le mois de Ramadan? Ou bien est-ce que le gynécologue qui est en jeûne peut travailler? Comme nous devons le souligner au premier abord, est que le gynécologue ne fait pas partir des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rayé ou bien a dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Voilà ce gynécologue qui doit jeûner parce que c'est une obligation. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alors, et si ce gynécologue jeûne, est-ce qu'il peut travailler ou pas? Nous comprenons un peu son travail parce qu'il est tellement en contact avec surtout un sexe féminin et que parmi les choses ou bien les interdits ou bien quelques aspects qui peuvent gâter le jeûne du mois de Ramadan, et que si nous avons un désir, voilà que ce gynécologue est chaque fois en contact permanent avec ce que nous savons. Donc là maintenant, la situation devient un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il peut exercer ce métier avec des conditions. Lesquelles par exemple? Oui, la première condition est que si lui-même, il sait qu'il peut s'abstenir, c'est qu'il peut travailler sans qu'il n'y ait aucun gêne, ou bien un désir. Parce que c'est un désir frappant. Il ne doit pas avoir de désir, parce que c'est son travail. Normalement, c'est son métier. C'est pourquoi nous voulons dire, si vraiment, dans le mois de Ramadan, il en aura des problèmes, c'est qu'il en avait des problèmes lorsqu'il n'était pas en jeûne. Donc ça veut dire qu'avant le jeûne... Avant le jeûne et après le jeûne, c'est la même chose. Quand il examinait, ça veut dire donc, ce qui veut dire que... S'il n'a pas d'effet, il peut jeûner. Non, il peut jeûner. S'il n'a pas d'effet, il peut jeûner. Et normalement, il ne doit pas avoir d'effet parce qu'il doit savoir que la fornication aussi, c'est l'une des interdictions de l'islam plus fort et plus dure. Car Allah interdit, voilà taqrabu zina. Ne vous approchez même pas de la fornication. Donc, le gynécologue, normalement, doit exercer son métier. Parce que c'est un métier. Et il a déjà appris avec son métier la manière de s'abstenir. De se maîtriser. Et c'est ça qui veut dire le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas de laisser le manger et le boire, non. Mais d'essayer de maîtriser son corps et de s'abstenir de tout ce qui peut gâter le jeûne. Alors, et l'islam ne veut pas dire que le gynécologue va abandonner ce métier, non. Parce que l'islam tient beaucoup à l'être humain. Et respecte l'âme. Comme il a dit dans le Coran, Man qatala nafsan faka'annahu qatala an-nasa jami'an. Celui qui tue une seule âme, c'est comme il a tué toute l'humanité. Wa man ahya nafsa, celui qui a sauvé une âme, faka'annama ahya an-nasa jami'an. C'est comme il a sauvé toute l'humanité. Donc, si les gynécologues abandonnaient le travail, est-ce que nous n'allons pas retrouver des cas de décès partout dans nos situations de vie, dans nos familles? Donc, le gynécologue
va continuer à exercer son métier, mais il va beaucoup prier pour être beaucoup plus prudent, surtout que vraiment, il n'y a pas le Satan là qui va le gêner parce qu'il est déjà parti. Le Satan est déjà enchaîné, celui qui voulait le troubler pour que quand même dans sa tête il met. Mais s'il est troublé finalement maintenant, donc il doit savoir que c'est lui-même son Satan. Parce que nous avons deux sortes de Satan, minal jinnati wa nas. Nous avons le Satan parmi les génies et qui sont maintenant enfermés en prison, et aussi les Satans de l'être humain même, donc qui peuvent le conduire à commettre des péchés. Alors, il doit beaucoup faire de rappel d'Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Il faut qu'il soit en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec des évocations, des rappels, pour qu'il puisse continuer à exercer son métier, pour sauver l'humanité et pour aussi préserver sa religion, les deux qui sont une identité, et surtout que l'islam respecte le travail d'un homme. Il interdit de demander. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'aider nos gynécologues musulmans qui sont en jeûne, et pour qu'Allah les assiste et que les jeûnes soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que le jeûne soit accepté, donc lorsqu'on est gynécologue et qu'on a toujours la maîtrise de soi, on peut tout à fait jeûner. Exactement. Alors, de sujet à un autre, Bachir Lassisi, dites-nous, quelles sont les invocations indispensables durant le mois de Ramadan? Est-ce que sans faire invocation, lorsque je mange à 5 heures pour entamer le jeûne, est-ce que mon jeûne est accepté? Est-ce que sans évocation, je romps le jeûne autour de 19 heures au coucher du soleil, est-ce que mon jeûne est accepté? Merci beaucoup pour cette question qui est tellement pertinente, puisque vous savez, l'islam, c'est la vie tout entière. L'islam n'a laissé une vie sans l'aborder. Et ça ne peut pas étonner les gens si nous disons que même les règles de manger sont mentionnées dans la culture islamique. Les règles du sommeil, les règles de faire des besoins, aller aux toilettes, c'est tout comme il y a plusieurs invocations qu'il faut réciter, qu'il faut appliquer à chaque moment de la vie quotidienne. Pas seulement pour le jeûne, si le musulman veut manger, il y a des règles à observer, que nous appelons adab ta'am, les règles du manger. Sans aller en profondeur, pour vite revenir à la question qui a été posée, c'est que le musulman, tout d'abord, s'il veut le manger, doit dire Bismillahi, au nom d'Allah, et il commence par manger. Puisque s'il ne le fait pas, il y a des esprits mauvais qui sont là, qui sont en train de manger avec lui. Et lorsque ces esprits mauvais mangent avec lui, c'est qu'il y a déjà des problèmes dans sa vie, sur sa vie spirituelle et sur aussi sa vie au quotidien tout entière. Et c'est que nous comprenons, il y a des mauvais esprits, d'autres peuvent le dire. Pourquoi? Non, c'est Allah qui a créé les êtres humains. Il a créé les hommes et les génies. Et les génies, non, où il faut rester que chez nous, parce que nous avons accepté Al-Amana. Nous avons accepté avec Allah que nous allons appliquer cette religion. Alors, au retour de ce que nous avons accepté, Allah nous a donné la vie. Nous avons la capacité, le pouvoir de gérer la vie comme nous voulons. Comme lui l'a dit, Sakharana, donc il nous a rabaissé tout. Malgré que toute chose est forte dans la nature, mais l'homme dépasse. Est-ce que l'homme peut rester face à face avec un lion? Mais finalement, l'homme arrive à attraper un lion. C'est comme ça le bœuf, les grands animaux sauvages. Regardez le ciel, l'homme s'envole partout, comme Allah l'a dit dans le Coran. Nous ne voulons pas aller dans tous ces détails. Mais les génies sont enfermés, ils sont là invisibles. Et c'est ce que nous faisons, eux, ils vivent de cela. Ce que nous mangeons, nous laissons, c'est ça qu'eux mangent. Tout à fait. Tout à fait. D'où les offrandes. Etc. Nos tas ordures que nous jetons, c'est les génies qui mangent ça. C'est pourquoi on nous a demandé, nous, qui sommes des musulmans, si nous avons terminé de manger, nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim sur le reste du manger avant de les jeter, pour permettre aux génies musulmans de pouvoir venir s'accaparer de cela. C'est comme ça, ils restent dans les toilettes que nous mettons nos besoins. Vous voyez un peu. Donc c'est là, c'est pourquoi tu veux rentrer dedans, il faut réciter ces évocations pour permettre aux génies de se déplacer, et sinon, tu peux causer beaucoup de dégâts. Voyons, les gens ont causé beaucoup de dégâts de la vie
sans le savoir. Il y a les gens qui ont eu des enfants peut-être avec des génies et ils sont des êtres humains avec nous. Surtout parce qu'ils ne se préservent pas de ces évocations. Il peut jeter de l'eau chaude dans la toilette et voilà que le génie est là avec sa famille dans cette toilette et voilà qu'il jette de l'eau chaude. Ce qui est interdit en islam de ne pas le faire. Juste pour respecter ces êtres qu'Allah a créés et qui adorent Allah aussi comme nous. Il y a parmi eux les musulmans et les non-musulmans. Donc, pour revenir vite, c'est pour commencer par manger, il faut dire Bismillah. Et on termine, on dit Alhamdulillah. Et si on mange, on n'est pas pressé. On mange correctement comme le prophète nous l'a enseigné. Et s'il faut manger, il faut diviser le ventre en 3 parties. Là où l'eau va rester, là où le manger proprement va rester, là où tu pourras avoir quand même le pouvoir de plus respirer. Donc le ventre est divisé en 3 parties. Lorsque je mange, je suis vraiment rassasié. Vous dépassez, alors peut-être vous avez pris la place de l'eau, vous avez pris la place de la respiration, ce devait encore, vous avez tellement abusé, exagéré en islam, encore c'est interdit. C'est interdit. Donc ces règles doivent être aussi appliquées si nous voulons jeûner le mois de Ramadan. Commençons tout avec les invocations. On disait, si jamais tu as commencé par manger, que tu as oublié, alors, et tu te rappelles, que ça soit au milieu du manger ou bien à la fin du manger, tu dis Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Et ça a comblé, même si les génies avaient mangé, ils vont vomir tout. Et s'il y pouvaient avoir des faits ou bien d'impact sur ce qu'ils avaient fait, donc ça retourne et l'homme est devenu saint. Parce que l'homme, il peut oublier. Pour la rupture, oui, allez-y. Pour la rupture, mais est-ce qu'il y a des évocations spécifiques? Oui, c'est peut-être au niveau de la rupture que nous pouvons dire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelques invocations, surtout au moment de la rupture. La plus populaire de cette invocation, Dhahaba az-zama'u wa batalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insha'Allah. D'autres ont dit Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu, etc. De toute façon, ce sont des invocations. Mais la meilleure des choses est que si l'homme arrive à maîtriser ces invocations, c'est bon. Mais s'il ne méritait pas, il ne maîtrisait pas ces invocations, c'est qu'il a la latitude de prier Allah et de demander à Allah. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna li-sa'im la da'watun lan turad » que le jeûneur a une invocation au moment de sa rupture et que ces invocations sont totalement d'office acceptées. C'est que toi, tu as pu faire pour Allah dans cette journée. Maintenant, soumets-toi à Allah. Maintenant, demande-lui, il va faire pour toi aussi. Il faut demander à Allah tout ce que tu veux. Tu souffres d'un mal, il faut le demander. La richesse, tu veux, il faut la demander, il faut le demander. La pauvreté te frappe, demande, il va te l'amener. Donc, tu as quelques problèmes sur ta famille, etc. C'est le moment. Au moins, il faut consacrer. Nous voyons que beaucoup de musulmans, s'il restait quelques temps pour la rupture, tout le monde se focalise sur le manger. Qu'est-ce qu'il faut manger? L'orange. Et c'est ça qui est là. Or, normalement, ce moment, au moins 10 minutes ou 15 minutes avant la rupture, le consacrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait beaucoup de choses dans la journée. Il y en aura des péchés parce que nous sommes des êtres humains. Mais c'est le moment maintenant de se revenir. Oh Allah, j'ai commis beaucoup de choses aujourd'hui. Ce que je sais, ce que je ne sais pas, pardonne-moi. Tu commences par invoquer Allah. C'est le moment de prier pour tes parents. Et s'ils sont vivants, Dieu merci, alhamdoulilah, il faut prier. S'ils sont morts, il faut leur demander la miséricorde pour que l'au-delà là-bas soit quand même apaisé pour eux, quelle que soit la situation. Donc, demandez maintenant ce que tu veux de ta vie quotidienne, dans ton service, qu'est-ce qui ne va pas, c'est le moment pour demander à Allah. Et surtout, Allah a dit, si nous avons jeûné, nous remarquons que nous avons des odeurs qui sont tellement malsaines qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Allah a dit, cette odeur-là, vraiment, que lui l'aime beaucoup et que c'est plus meilleur chez lui que l'odeur de la misk. C'est un parfum qui est destiné pour les habitants du paradis. Donc Allah dit qu'il aime l'odeur là. Donc c'est le moment où il faut ouvrir ta bouche pour demander à Allah pour que l'odeur là soit encore plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dernière question pour finir ce matin. Donc en conclusion, quelqu'un qui ne fait pas d'évocation de commencer le jeûne et qui n'en fait pas à la rupture,
son jeûne n'est pas validé. Non, le jeûne est validé, il n'y a pas de problème pour le jeûne, seulement qu'il n'a pas respecté les règles du manger. Ce n'est pas qu'il y a une invocation spéciale, non. Ce que nous savons est que l'intention, et l'intention, c'est l'acte du cœur. Je veux jeûner, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils savent qu'ils ne veulent pas jeûner. Il est avec les gens, il mange à l'eau, mais lui-même, dans son cœur, il ne jeûne pas. C'est pour montrer aux gens que je suis avec vous. Que je jeûne. C'est pourquoi on dit d'abord, la première des choses, c'est l'intention, que je dois jeûner. Et si au moment où il mangeait à l'aube, il avait l'intention de ne pas jeûner, et que c'est déjà validé comme ça, qu'il n'a pas l'intention. Et au cours de la vie, vraiment, il sort de la vie, il veut aller se cacher pour manger, il voit qu'il y a des musulmans là, il se comme ça. Donc, il voit maintenant, il faut mieux transformer ce jeûne-là en jeûne, parce qu'il était resté en famille, je n'avais pas l'intention de jeûner. Je voulais chercher à manger, je vois que vraiment à tout moment où je vais dans les restaurants, je vois qu'il y a des musulmans là-bas qui me connaissent. Alors il veut maintenant finalement transformer cela en jeûne, ce n'est plus accepté, parce qu'il n'avait pas l'intention au début. Parce qu'il n'avait pas l'intention. Bachir Lassissi, nous allons parler demain peut-être de l'intention, parce que nous avons également dans nos sociétés ces personnes-là qui jeûnent, qui prétendent jeûner, mais qui, dans les pathologies comportementales, ne reflètent pas véritablement les conditions requises pour l'acceptation d'un bon jeûne. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin. Merci à vous, chers amis internautes. Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour amis internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Amis Bélier, le climat du jour vous rendra plus sage en matière de finances et vous saurez prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Ne vous laissez pas distraire par des considérations secondaires, des surprises sont possibles. Taureau, journée assez calme, votre disposition au bonheur sera manifeste. Vous serez sur la même longueur d'onde que l'être aimé. Quoi qu'on puisse vous dire, vous ne pourriez pas résister au plaisir de papillonner. Chers Gémeaux, ça bouge un peu dans l'univers professionnel, mais ne décidez rien pour l'instant. Vous pourriez même bénéficier de belles opportunités. En revanche, dans le domaine matériel, vous devrez agir pour maintenir l'équilibre de votre budget. Cancer, la journée sera calme et sereine. Vous devrez assumer seules les conséquences de vos dépenses irréfléchies. Néanmoins, vous ne rencontrerez pas de difficultés particulières dans le domaine professionnel, mais il faudra simplement faire preuve de sérieux et de concentration. Chers amis Lions, si vous travaillez en équipe, respectez le rythme de vos collègues. Tout le monde n'a pas votre résistance et votre volonté. Peut-être qu'en revoyant l'ex-aller à la rousse, vos collègues retrouveront le sourire. Amis Vierges, au cours de cette journée, ne cherchez pas à provoquer votre partenaire, sinon vous risquerez d'être surpris par sa réaction. Une mise au point serait bien plus efficace, même si une dispute est inévitable. Natif du signe Balance, journée sous tension, plusieurs solutions vont s'offrir à vous et le choix ne sera pas simple. La vie au travail sera sans histoire, vous assumerez tranquillement vos tâches. Tonus en dents de cire. Amis Scorpions, inutile de faire preuve d'impatience car votre situation stagnera. Les changements espérés arriveront très bientôt. Prenez soin d'harmoniser les couleurs de votre tenue vestimentaire aujourd'hui. Chers Sagittaires, journée euphorisante. Vous prendrez des initiatives professionnelles qui pourront surprendre mais qui porteront leurs fruits. Vos activités ne pourront que s'améliorer encore, mais ne cédez pas à la gourmandise. Capricorne, le travail ne manquera pas. Ce n'est pas une raison pour vous laisser déborder et baisser les bras. Si vous ne vous sentez pas de taille à affronter toutes ces charges, déléguez quelqu'un. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, pas de mauvaise surprise en vue. Ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Vous serez mettre en valeur votre compétence et vos qualités spécifiques. Ne renoncez pas, gardez le cap sur vos objectifs. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, les choses évoluent constamment. Votre intuition ne vous trompera pas cette fois-ci. Vous pourrez commencer à échafauder les projets d'avenir. D'importants contrats pourront aboutir favorablement. C'est tout, chers amis internautes, pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie du programme télé sur EZTV.